à 3500 km de Paris, non loin des frontières de l'Algérie, de la Mauritanie et du Niger. En plein désert, les soldats français poursuivent leur mission. Frédéric Marie est journaliste, auteur du podcast Défense Zone. Il a suivi pour les Éco-Weekends des militaires du groupement Chimère. Ce reportage, c'est la suite d'un précédent reportage où j'ai travaillé sur des militaires du 8e RPIMA, des parachutistes. Et c'est un sujet que j'ai commencé sur une jeune section d'engagés depuis leur premier jour dans l'armée. Et l'idée, c'était de les suivre pendant plusieurs années, et notamment au moment fatidique où ils partent en opération extérieure, notamment sur l'opération Barkhane. Donc c'était une continuité. Vous avez accompagné donc les soldats de ce groupement Chimère. Qui sont-ils ? Alors le groupement Chimère, et plus particulièrement le groupement tactique désert Chimère, c'est une des composantes de l'opération Barkhane. C'est un groupe de soldats, de militaires armés par le 8e RPIMA pour le coup, pendant un peu plus de 2 mois, qui ont pour mission d'évoluer sur un axe stratégique dans la zone des 3 frontières, dans le but de neutraliser les terroristes et d'accompagner un bataillon tchadien qui a été dépêché sur place, donc 1200 soldats tchadiens, qui viennent renforcer ce qu'on appelle le G5 Sahel, le groupement militaire régional, en quelque sorte, qui a pour objectif, pareil, d'éliminer des djihadistes de soit l'État islamique, soit de AQMI sur place. Donc c'est vraiment une unité combattante dans l'antiterrorisme, c'est-à-dire qu'ils évoluent dans un coin particulièrement dangereux ? Oui, aujourd'hui, la zone des 3 frontières, c'est la ligne de front de l'opération Barkhane. C'est l'endroit où il y a encore des zones refuges de groupes armés terroristes. Plus que des zones refuges, c'est même des zones où les groupes armés terroristes mènent des actions qui sont assez efficaces puisqu'ils arrivent à neutraliser malheureusement des soldats maliens. Alors ça va dans les deux sens, il y a des contre-attaques qui sont menées. Donc ces groupes armés terroristes sont malmenés dans cette zone, mais c'est encore une zone refuge, donc ils sont très actifs. Et forcément, c'est une zone très dangereuse, notamment parce qu'ils ont comme mode d'action principal de piéger les routes, piéger les axes, là où les militaires vont passer, mais malheureusement là où les civils vont aussi passer. Donc il y a beaucoup de morts civiles, on en parle moins forcément ici en France que quand c'est des soldats français qui sont tués ou blessés, mais il y a aussi beaucoup de dommages qui sont faits à la population locale. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, durant votre reportage parmi ces soldats ? Alors mon angle de reportage en tant que journaliste, c'était de suivre le quotidien des soldats que je suis depuis maintenant un peu plus de 2 ans, essayer de capturer des moments de vie, des moments un peu intimes aussi en opération, puisqu'au final, la guerre, c'est un petit peu frustrant à faire en images, parce que c'est pas des combats comme on imagine dans les films d'action, c'est beaucoup d'attentes, beaucoup de moments off, et en même temps beaucoup de moments où on voit les militaires vivre en fait tout simplement. Et c'est ça qui était l'angle principal, ce qui était le plus intéressant à voir, c'était ça, comment ils vivent, comment ils dorment, comment ils mangent, comment ils passent le temps aussi dans ces moments un peu où il n'y a pas forcément beaucoup d'action dans les convois, comment ils font aussi pour résister aux conditions de vie qui sont très compliquées parce qu'il fait très chaud. On doit gérer la fatigue, la faim, la soif, etc. Donc c'est assez compliqué comme métier et ça l'est encore plus quand on est en opération extérieure. Oui, ça, vous le laissiez entendre. Hein. Les conditions sont difficiles, on pourrait même dire spartiates. Oui, les conditions peuvent être clairement spartiates sur le terrain. Le militaire, quand il n'est pas dans une base, quand il n'est pas dans un camp, quand il n'a plus ce confort relatif, il n'a plus accès à Internet, donc il n'a plus accès à ses proches pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Il n'a pas accès non plus à l'eau courante, etc. L'eau, d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément, mais quand il fait 50 degrés toute la journée, il y a plus d'eau fraîche, donc boire de l'eau chaude toute la journée, ça peut être usant. Le fait de pas pouvoir dormir aussi, c'est 8 heures de sommeil comme nous on a l'habitude ici en France, en métropole. Le militaire, il doit faire des opérations de nuit, il doit gérer cette fatigue au quotidien, cette accumulation de fatigue même. Donc forcément, ce sont des conditions spartiates, même en termes de nourriture. Manger des rations de combat pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est un petit peu usant là, à force. Mais vous l'avez dit, hein, souvent, ce sont aussi des jeunes soldats que vous avez rencontrés dès le début, qui sont parfois dans leur première opération sur le terrain au Mali. Dans quel état d'esprit se trouvent justement ces soldats ? Les soldats que j'ai rencontrés, ils sont tous très motivés. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez surprenant quand on arrive dans cet univers-là, c'est de voir des gens qui ne se plaignent pas, qui sont même certains au final très heureux d'être ici parce que pour eux c'est un aboutissement, le fait de partir comme ça en opération. Donc au final l'ambiance est quand même assez bonne. Après bien sûr il y a toujours la fatigue, il y a toujours la lassitude par moment, mais voilà, ça c'est humain. Les militaires sont humains comme les autres, donc c'est pas des machines comme on voit dans les films. Mais voilà, c'est l'ambiance qui règne le plus. Qu'est-ce qu'on fait quand on attend d'ailleurs l'action, comme vous parliez tout à l'heure ? On apprend assez facilement à se reposer dès qu'on peut,
à profiter du moindre moment pour faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas le temps de faire plus tard, c'est-à-dire dormir, manger, se reposer. Moi, dans mon cas, c'était de nettoyer mon matériel photo parce que le sable s'infiltre très facilement un peu partout, dans les sacs, etc. Donc, il faut faire attention à tout ça. Voilà, pour eux, c'est ça, c'est de se reposer. Certains jouent à des jeux de société aussi, puisqu'ils n'ont pas leur téléphone sous la main. Donc, ça permet aussi pour eux de travailler ce qu'ils appellent la cohésion, le fait de vraiment se découvrir, échanger entre eux, puisqu'ils sont ensemble H24. Donc, c'est intéressant. Notre mission, c'est d'aller au combat et défendre les intérêts de notre pays et de nos concitoyens au combat. Et on peut aller jusqu'à donner la mort et la recevoir pour cela, pour remplir la mission. C'est sans doute la différence qui existe entre le management et le commandement, c'est qu'à un moment donné, les décisions que nous allons prendre peuvent entraîner la mort, qu'elle soit en la donnant ou en la recevant. Donner la mort ou la recevoir, c'est ce que le colonel Pierre Prudhomme vous explique dans votre podcast Défense Zone. Ils ont conscience du danger dans une guerre face à un ennemi souvent invisible. Le fait de donner la mort ou la recevoir, ça fait partie des prérogatives d'un militaire et c'est souvent rappelé parce que ça fait partie des risques. Et effectivement, les militaires sont préparés à ça dès leur arrivée dans l'institution. On le rappelle presque tous les jours, en fait, le fait d'utiliser de l'armement, etc., c'est pas anodin. Je pense qu'ils ont tous conscience du danger et c'est compliqué parce que dans cet endroit-là, on n'est pas dans une logique de guerre symétrique. Mais la problématique, c'est justement que dès qu'un convoi roule sur une route ou sur une piste ou dans le désert, il y a une éventualité qui soit ciblée par un engin explosif. Il y a toujours l'éventualité d'avoir une attaque sur un convoi, même sur un bivouac, même si c'est pas forcément tous les jours que ça arrive. Voilà, il y a une menace permanente. Donc le militaire est obligé de faire attention à tout ce qu'il fait et effectivement ça se sent, c'est assez pesant. Mais voilà, ils ont conscience de ça, en tout cas ça se voit dans leur discours, dans leur façon d'être, mais c'est leur entraînement aussi qui fait ça. Oui, il y a une chose que j'ai trouvée incroyable, Fred Marie, dans votre reportage, à retrouver dans les Échos Week-end, c'est la façon dont ce groupe se déplace constamment avec sa base, un peu comme des nomades finalement dans le désert. Exactement, c'est vrai que l'analogie avec les nomades, elle est vachement intéressante. Le militaire, de base, il est formé à avoir tout ce qu'il faut sur lui. Il a son sac à dos, il est formé pour bien faire son sac, pour avoir de quoi vivre et de quoi travailler pendant plusieurs journées, donc des rations de combat, de l'eau, etc. Et là, le fait de se déplacer avec des véhicules, on peut prendre plus de matériel. Et les gens sont ravitaillés aussi par livraison aérienne régulièrement, tous les 2-3 jours. Ils reçoivent comme ça du carburant, de l'eau, des vivres, des munitions. Et effectivement, l'analogie est intéressante avec les nomades, puisque le principe de cette opération, c'est aussi de se déplacer tout le temps pour pouvoir surprendre l'adversaire, même si c'est compliqué avec des convois comme ça qui sont très longs, qui lèvent beaucoup de sable, qui font du bruit. C'est pour ça que parfois ils progressent aussi de nuit en roulant à des très faibles vitesses pour pas se faire repérer, ou alors ils partent en marchant pendant de longues heures pour infiltrer un endroit, mais toujours avec de quoi survivre pendant 24-48 heures dans le sac. On sait que c'est pas une armée d'occupation, ils n'ont pas envahi le pays, ils ont été invités par les autorités du Mali à venir lutter notamment contre les djihadistes qui venaient de Libye notamment. Qu'est-ce que les autochtones, les habitants du Sahel que vous avez rencontrés, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, sur cette mission-là, sur ce reportage-là, j'ai pas vraiment croisé beaucoup de populations parce que l'idée, c'était qu'ils évoluaient dans une zone qui est assez, pour le coup, désertique. Il n'y a pas beaucoup de villages. Et le peu de villages qu'on a pu visiter, c'était des villages qui étaient pro-terroristes et les gens étaient partis bien avant qu'on arrive. Donc, c'était un peu compliqué. Alors, parfois, il arrivait que des femmes et des enfants restaient sur place parce qu'ils savaient que, de toute façon, ils seraient pas arrêtés, ils seraient pas interrogés plus que ça. Et les gens se taisent parce que ils savent que d'autres terroristes sont restés dans le coin, observent la scène, parfois, sont terrés sur place. Et le fait de parler à des militaires français, ça peut être mal vu. Les populations sont menacées par les groupes armés terroristes. Donc, voilà, c'est pas des gens qui parlent beaucoup. Il y a une ambiance un petit peu méfiante, ce qui semble logique aussi. On entend des critiques sur l'opération, sur la présence française sur place. De ce que vous avez pu voir, leur présence est-elle utile, nécessaire ? Il y a cette question qui est très compliquée à répondre, qui est est-ce que la France peut partir et dans quelles conditions de ce territoire ? C'est évident qu'en face, il y a des gens qui attendent juste ça pour pouvoir reprendre le territoire, comme on le voit aujourd'hui dans d'autres pays, comme l'Afghanistan par exemple. Et ce qui est compliqué aussi, c'est la situation globale géopolitique. Le Mali est un pays qui est très peu stable au niveau politique, on le voit avec les événements récents, mais toute la région, en fait, au final, est assez instable au niveau politique. Le Tchad, avec ce qui s'est passé récemment avec la mort d'Idriss Déby et la situation qui est complexe désormais. Et pourtant, le Tchad, qui est encore plus complexe parce que le Tchad est l'un des principaux fournisseurs de soldats et de militaires dans le cadre du G5 Sahel. Donc la situation géopolitique est très complexe.
Je pense que c'est impossible de savoir ce qu'il faudrait faire ou ce qui va se passer prochainement. En tout cas, ce qui était intéressant de voir sur le terrain, c'était comment travaillent les militaires français. Et au final, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que les gens ne se posent pas forcément ces questions. D'ailleurs, c'est pas leur niveau. Dans tous les cas, c'est pas le militaire avec son fusil qui est en train de patrouiller dans le désert qui va se poser des questions géopolitiques. Il obéit aux ordres, il effectue la mission qui lui a été donnée, il le fait le mieux possible. Et ce serait très présomptueux d'affirmer qu'on aurait une réponse à l'avenir de ce conflit. Depuis près d'un mois, Olivier Dubois n'avait plus donné de nouvelles. Le journaliste français basé à Bamako depuis 2015 est réapparu ce mercredi dans une vidéo d'une vingtaine de secondes publiée sur les réseaux sociaux. Sa provenance est encore inconnue. J'ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Je m'adresse à ma famille, à mes amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire libérer. Frédéric, j'ai une dernière question plus personnelle peut-être. Vous évoquez dans votre reportage pour les Échos Week-end l'enlèvement du journaliste français Olivier Dubois à Gao, c'était il y a près de 2 mois. Malgré tout, malgré les risques, c'est important d'aller sur le terrain pour rendre compte de ce qui se passe? C'est très important parce que si personne ne le fait, si les journalistes ne partent pas sur le terrain pour non seulement raconter ce qui s'y passe, mais aussi le vivre à titre personnel pour encore mieux le raconter, personne ne pourra le savoir. Et c'est important que les citoyens français, européens et d'ailleurs comprennent la situation sur place ou soient tenus au courant pour ensuite prendre des décisions. Quand on va voter, on vote pour un candidat, pour quelqu'un qui a un programme spécifique lié à cette région du monde. Et c'est important d'avoir toutes les informations en main. C'est important que les journalistes partent sur le terrain. C'est important aussi qu'ils partent de temps en temps en étant embedded, comme là j'ai pu le faire avec l'armée française, c'est-à-dire dans des conditions sécuritaires qui sont optimales. Donc là, personnellement, il y a peu de chances que je sois enlevé parce que j'étais dans ces conditions-là. Et ça permet aussi d'être au plus proche des militaires qui sont des personnages de l'histoire qui sont importants. Ce ne sont pas les seuls. Le journalisme, c'est aussi aller des deux côtés, voir des deux côtés ce qui se passe. Mais c'est important de creuser dans une situation, dans une partie de l'histoire pour expliquer comment ça se passe, parce que c'est une mission qui est intéressante, qui concerne quand même beaucoup de militaires français. Ils sont plus de 5000 sur place, donc c'est pas négligeable, même si c'est loin de Paris, que c'est loin de la France, ça reste quand même une partie de l'histoire française qui se crée là-bas.